Vous connaissez sans doute cette parole de Nietzsche. Le désert croît. Malheur à celui qui recèle des déserts. Ce cri qui annonce le nihilisme et la dévastation rampant en tant que destin de l'époque actuelle. L'image du désert où tout s'annihile et se réduit à des valorisations, lieu du dernier homme et de ses dernières métamorphoses, annonciatrices de l'arrivée du surhomme. Vous connaissez sans doute le film de Stanley Kubrick, L'Odyssée de l'espace. Vous vous rappelez ce monolithe qui apparaît mystérieusement au début et on imagine à la fin de la civilisation ou l'humanité. Cette forme abstraite et mystérieuse qui annonce l'aventure de la rationalité et de la technique jusqu'à la conquête de l'espace et l'autodestruction par un excès astronomique de vitesse. À son apparition, les primates fascinés se détournent définitivement de la Terre. Leur rapport au monde change radicalement, se métamorphose. Et dans une transition, disons, mystique, l'humain apprend à connaître et à détruire du même coup. Il prend conscience en même temps de sa finitude et du dispositif technique qui peut le porter. Une histoire singulière d'une conscience déterminée par l'essence de la technique qui s'étend partout dans le monde. Esprit rationnel, domination, volonté de comprendre, réduction à des valeurs idéales, à des mesures, désir de conquête. Tout ça apparaît de manière solidaire et structurée en ensemble. Le désert, pour Nietzsche, est l'état final de l'évolution d'un idéalisme institué par Platon et consacré par le christianisme, c'est-à-dire un nihilisme de plus en plus dévastateur. Mais ce cri, le désert croît, est poussé par quelqu'un qui veut préparer la venue du surhomme, celui qui renversera toutes les valeurs au nom de la volonté de puissance. Cependant, Nietzsche, et tant qu'il prêche cette volonté de puissance, bien qu'il ait diagnostiqué d'un œil perçant l'état historique dans lequel nous existons, ne pouvait pas se détacher d'un élément essentiel de ce qu'il veut renverser, la volonté elle-même. Le désert croît. Nous pouvons regarder les œuvres interstices en laissant résonner en nous cette parole. Nous pouvons aussi interpréter ces formes abstraites comme des rejetons du désert qui arrivent. Nous imaginons le calcul et la rationalité dans leur domination dévastatrice, en tant que forme idéale et représentant l'idéalisme dans ce qu'il a de plus pur, de plus spirituel, de plus platonicien. Nous pouvons regarder cela avec l'œil de Nietzsche. Oui, l'œil d'un penseur qui traque le nihilisme européen dans toute son histoire, mais qui reste lui-même pris dans cette histoire.
Cependant, notre attitude peut aussi être différente. Mais pour cela, il faut accepter d'être hors sujet, en quelque sorte. Sortir de la disposition d'un sujet qui voit et qui regarde. Et éprouver un regard radicalement différent. Pour cela, peut-être qu'un certain désert peut nous aider. Non pas le désert nietzschéen, mais un autre désert, peut-être celui de la révélation. Là où une autre expérience poétique fonde l'existence d'un être qui ne s'établit guère dans un point fixe, sur un sol fixe, qui n'est pas concerné par le géostatisme phénoménologique, car il est l'effet, ce regard est l'effet d'une poétique et une langue où le sol ne se meut certes pas, mais vibre, mais tremble. Et si nous empruntons notre regard au désert lui-même? Ce n'est pas le regard qu'on a l'habitude d'avoir, le regard d'un sujet qui voit et aperçoit en tant qu'âme, en tant que monade ou ego transcendantal, structuré par ses a priori et sa détermination de l'espace et du temps centré sur le présent. Parce que toute l'histoire de la métaphysique, il faut souligner, toute l'histoire occidentale de la métaphysique, de sa pensée, de ses productions artistiques, de ses décisions politiques, de ses postures éthiques, toute cette histoire a été dominée, mais non sans marge, non sans résistance, non sans tremblement, elle a été dominée par une interprétation du temps et du monde qui privilégie le présent, en tant que présent là devant. Le futur et le passé n'étant que des présents futurs et des présents passés. En philosophie, de Platon jusqu'à Nietzsche et au-delà, le privilège de la présence a déterminé le rapport au monde et à soi. Et c'est à partir de ce privilège que le sens de la vision a pris une place importante dans la hiérarchie des sens. Martin Heidegger analyse finement cela dans son séminaire sur Nietzsche. Je cite Heidegger. Parce que être énonce présence et consistance, c'est pourquoi la vision, le fait de voir, est particulièrement propre à élucider la perception de la présence et de la consistance. Car dans la vision, nous avons en un sens accentué le perçu vis-à-vis de nous. À supposer toutefois qu'une interprétation de l'étant ne soit au préalable à la base de notre vision, les Grecs n'ont pas élucidé le rapport à l'étant par la vision parce qu'ils étaient des visuels, mais ils étaient, si l'on y tient, des visuels parce qu'ils éprouvaient l'être de l'étant en tant que présence et consistance. Depuis la fondation de l'histoire occidentale en Grèce, en une certaine interprétation grecque de l'étant, la vision comme perception qui accentue le vis-à-vis a été tenue en privilège. Que ce soit dans l'idée platonicienne, ou dans le perceptum de la perceptio, c'est-à-dire ce que l'acte de représenter de l'homme produit devant soi, cette représentation, chez Descartes par exemple,
ou l'objectivité chez Kant devient valeur chez Nietzsche. Ce regard évaluateur et calculateur qui au fond est un regard du dispositif technique, un regard de l'essence de la technique qu'humains et machines partagent. Vous vous rappelez sans doute le film The Terminator, une œuvre qui donne à penser tous ensemble l'époque du nihilisme occidental et l'essence de ce dispositif de capture visuelle. Par exemple, la scène de l'arrivée du T800 fait apparaître en un seul tenant les différentes questions liées à la subjectivité et le dispositif technique et leur rapport au temps. Et quand dans le film, nous nous situons dans le point de vue de la machine, le T800, nous voyons ceci, le monde. Mais le monde derrière des chiffres, des mesures, des valeurs. Et un filtre rouge, si vous vous rappelez, qui montre peut-être le côté artificiel de la perception. Ou qui est le signe de la vision nocturne qui n'a plus besoin d'un bien en tant que valeur absolue, l'agathon, qui est en même temps chez Platon le soleil, c'est-à-dire ce qui donne la lumière pour qu'on puisse voir. À mesure donc qu'avance la machine, et nous avec, tout se calcule, tout s'analyse, tout se scanne. Le point de vue machinal valorise tout, perçoit le monde par mesure. N'est-ce pas là une des plus anciennes définitions de l'homme? En effet, Protagoras n'affirmait-il pas il y a plus de 2000 ans que, je cite, « l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont, du fait qu'elles sont, de celles qui ne sont pas et du fait qu'elles ne sont pas. » Fin de citation. Est-ce finalement nous qui nous mettons artificiellement à la place de la machine pour voir ce qu'elle voit? Ou plutôt, c'est la machine qui nous octroie toujours déjà son point de vue pour percevoir le monde? Ou bien, encore, nous et la machine partageons un même point de vue qui nous dépasse et qui nous détermine. Dans notre point de vue humain et quotidien, ne sommes-nous pas disposés de la même manière que cette machine qui cherche, qui analyse, qui traque? On peut lire dans l'écran de point de vue de Terminator, par exemple, tracking mode. Donc, nous qui traquons les étangs qui s'offrent à la machine. Et quand la machine veut, rien ne l'arrête. Quand elle veut dans la violence et la destruction, même si ce qu'elle veut est sauver le monde. Le Terminator est l'achèvement du monde tel qu'il a été conçu par la métaphysique. Et seul cet achèvement destructeur de la technique promet une sauvegarde du monde, c'est-à-dire de nous-mêmes. Hölderlin l'avait chanté avant, je cite, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. » Cependant, nous pourrions plutôt emprunter notre regard à une langue d'un certain désert, à l'arabe par exemple.
Regarder en arabe se dit nadar, de la racine trilitère nun, zad, a, n, z, r, qui signifie entre autres regarder, observer, attendre, différer une dette par exemple. Utilisé dans un texte fondateur de la culture arabe qu'est le Coran, plus de 120 fois dans les 3 significations principales. Regard, observation, dans le sens de attente et dans le sens de différer. Un regard non fixe, mais bien une attente et un différé, une temporalisation où un présent peut surgir, arriver, venir, mais n'est jamais là, devant. D'où découle l'hypothèse qui sous-tend toute cette nouvelle expérience que je vous livre. Les œuvres d'interstice ne donnent pas essentiellement à voir. Ce qui se montre dans les images n'est pas vu, n'est pas visible au sens d'un présent là-devant. Bien qu'on puisse aussi le voir, il y a dans le dispositif mis en place par l'artiste un regard qui ne voit rien, qui ne se présente pas ce qu'il regarde. Mais ce qui ne se présente pas au regard n'est pas nécessairement absent. Ce n'est pas juste une question de renversement du présent en son opposé, car cela reviendrait au même. Mais c'est un regard temporisant le visible, le différent, l'écartant dans un espacement irréductible, sans vis-à-vis. Attendons donc ce mirage qui luit et ne nous précipitons surtout pas pour le saisir. Et à ce propos, rappelons un verset du Coran assez dense et mystérieux de la sourate numéro 24, la lumière, et c'est le verset numéro 39. Je cite: « Quant à ceux qui ont couvert le vrai, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Dieu qui lui règle son compte en entier, car Dieu est prompt à compter. » Fin de citation. Nous ne voulons surtout pas ici proposer une interprétation théologique de ce que dit ce verset. Ce n'est ni notre propos, ni notre domaine de compétence. Mais nous voulons juste penser l'image qui s'y donne. L'acte aussi de perception de celui qui dissimule la vérité est une sorte de précipitation vers un mirage, qui en soi, et il faut faire attention ici, qui en soi n'est rien. Mais dans ce rien, il y a le divin, qui attend et qui règle les comptes. Laissons ces formes abstraites être à leur rythme et comme trace d'un passage, mais aussi comme l'image d'un calcul au fond même d'une illusion, d'une fiction productrice de rationalité. En effet, peut-être que ce que nous donne à penser les œuvres d'interstice, c'est qu'au fond de toute pensée rationnelle, à son fondement et comme sa condition, il y a une fiction. Non au sens d'un mensonge, mais au sens de quelque chose
qui dépasse le réel, l'effectif, l'objectif, mais qui donne sens à tout cela. Voilà peut-être ce que nous donnerait à penser la vidéo de Haitham Zakaria et Nicolas Charbonnier si on l'écoute et la regarde. Non comme un présent là devant nous, mais comme une œuvre qui met en œuvre une vérité qui nous attend.